Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous. Le 9 juin dernier, 4 plaintes ont été déposées contre l'État du Maroc devant le Comité des Nations Unies contre la torture à Genève. L'ACAT, qui a déjà épinglé Rabat en 2016 pour fait de torture sur Nahama Asfari, un militant sahraoui. Une première condamnation du Maroc par ce comité, condamnation symbolique, à ce jour inappliquée et qui ne rend pas justice aux 23 autres militants sahraouis arrêtés, torturés et condamnés à l'issue d'un procès inéquitable dans la même affaire. Le Maroc se rend aussi coupable de violation des droits de l'homme et se positionne en totale contradiction avec le droit international humanitaire. Le peuple du Sahara occidental, n'ayant pas déterminé son destin à travers un référendum, devrait bénéficier des règles humanitaires, un rempart, peut-être le seul contre l'arbitraire de la puissance occupante. Nous recevons pour en parler Madame Claude Mangin tout de suite après ça. Madame Claude Mangin Asfari, épouse de Nahama Asfari, militant sahraoui et détenu politique à la prison de Salé au Maroc. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous reçoit par téléphone ce soir. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Alors, cela fait 1 an que ces plaintes étaient en gestation par ces prisonniers politiques dans les prisons marocaines devant le CAT, le Comité contre la torture des Nations Unies. Est-ce que cela a dû se faire dans la clandestinité pour ne pas subir des représailles de la part des autorités marocaines? Eh bien, en tout cas, nous avons voulu le faire de façon confidentielle le plus possible, bien que ce soit pas facile quand on réunit une dizaine de personnes et d'associations pour travailler sur ces questions. Or, nous nous sommes rendus compte que nous avions été espionnés par Pegasus lorsque l'affaire a éclaté en juillet 2021 et nous avons compris pourquoi notre correspondant de la Ligue de protection des prisonniers politiques sahraouis qui faisait le lien avec les familles et nous avait été enlevé et tabassé un matin de mai 2021. C'était sans doute dû à cette surveillance. Et nous croyions en sécurité sur l'application Signal, qui était soi-disant très sûre. Ouais. Et en fait, tous les comptes rendus que j'écrivais consciencieusement chaque mois étaient lus et connus. Donc effectivement, tout cela n'était pas confidentiel, mais nous ne le savions pas. Ça ne nous a pas empêchés de travailler, mais c'est vrai qu'entre la pandémie qui nous a empêchés de nous réunir en 2020 et l'affaire Pegasus qui nous a un peu tétanisés parce qu'on a essayé de voir comment on pouvait faire pour qu'effectivement les familles n'aient pas de représailles et les prisonniers eux-mêmes qui sont absolument pas protégés dans leur prison. Mais bon, ces prisonniers de toute façon n'ont rien à perdre puisque certains d'entre eux sont à perpétuité et les familles le savent et ils nous font confiance et ils n'ont pas hésité à prendre des risques pour pouvoir témoigner des tortures qu'ils avaient subies. Alors justement, ces 4 requérants sont détenus depuis 6 à 12 ans sur la base d'aveux obtenus sous la torture. C'est exactement ce qui est arrivé à votre mari à l'époque. Quelles sont leurs chances d'obtenir une condamnation? Nous pensons que là encore, le comité contre la torture va statuer et condamner le Maroc, tout simplement parce qu'il s'agit de la même affaire et que déjà la phase de recevabilité n'aura pas besoin d'être, puisque cette phase de recevabilité... Il y a eu un précédent, oui. Pour toute plainte, a montré que tous les recours nationaux avaient été faits et que donc on pouvait passer directement au fond. Donc nous espérons que le comité d'experts ira assez vite et nous avons aussi demandé à pouvoir plaider, ce qui est très rare et ce qui est très rare de la part des personnes qui déposent des plaintes et de la part des experts de l'accepter. Mais je pense que le comité contre la torture, qui a beaucoup de problèmes avec le Maroc, qui se constitue toujours comme un parangon de vertu par rapport aux tortures et est en train de participer à l'initiative pour diffuser la Convention contre la torture alors que lui-même torture et qu'il a déjà été condamné. Je pense que le comité contre la torture
prend très au sérieux ces plaintes successives concernant les mêmes prisonniers. Mais depuis 2016, depuis que votre mari a obtenu la condamnation du Maroc, condamnation symbolique, comme je le disais en début d'émission, puisque encore inappliquée, vous nous direz quelles sont actuellement les conditions de sa détention. Mais le conflit du Sahara occidental s'est envenimé de manière très importante depuis le 13 novembre 2020, date à laquelle le Maroc a liquidé le cessez-le-feu. Et depuis, il y a beaucoup de pays qui se sont plus ou moins ralliés à l'une ou l'autre des deux parties. Certains restent neutres. Donc aujourd'hui, est-ce que cela pourrait impacter l'ACAT? Nous sommes persuadés que la justice internationale est un endroit très important pour porter les voix des prisonniers qui ainsi ne sont pas oubliés. Et ils font partie du rapport annuel du secrétaire général des Nations Unies. Et là, le Maroc ne peut pas dire que ce sont les militants qui le dénoncent, puisque c'est bien un organe de traité de l'ONU qui statue et qui condamne le Maroc. Et ça change tout. Et donc c'est aussi pour ça que nous le faisons, bien que ça prenne du temps, que ce soit difficile, parce que nous voulons absolument que le Maroc puisse un jour libérer ces prisonniers qui sont donc de manière tout à fait claire et reconnue par l'ONU maintenant qu'ils sont en prison de manière illégale, puisque uniquement condamnés par par des aveux obtenus sous la torture, ce qui n'est pas une preuve. Et cela ferait donc 5 condamnations si ces 4 requérants obtenaient ces condamnations avec celle de votre mari. Est-ce que vous dites que cela pourrait tout changer? Est-ce que cela pourrait changer les choses de l'intérieur, rouvrir peut-être un procès? Est-ce qu'il y a des chances que cela se produise? De toute façon, c'est clair que les membres du Conseil de sécurité qui sont là pour faire appliquer le droit international doivent tenir compte des rapports du secrétaire général des Nations Unies et du rapport du Haut Commissariat des droits de l'homme. Et les experts font tout pour ça. Dans la dernière lettre que les experts ont écrite en novembre 2021, suite à l'affaire Pegasus, qui condamnait le fait que j'avais été, ainsi que Maître Breham, surveillée par Pegasus, l'experte des Nations Unies a dit qu'elle allait convoquer l'ambassadeur du Maroc à Genève pour demander des explications. Donc ils prennent les choses très très au sérieux et comme vous le savez, chaque fois qu'il y a une condamnation, eh bien il y a des recommandations et parmi les recommandations, il y a évidemment la demande de réparation pour le prisonnier et la demande de faire une enquête pour que les bourreaux soient poursuivis. Et la troisième chose, c'est de ne pas faire de représailles sur les familles. Comme vous le savez, aucune de ces 3 recommandations n'est suivie des faits. Cependant, nous pouvons dénoncer par écrit les représailles qui sont envoyées au comité contre la torture et le Maroc est obligé de répondre par écrit. Et c'est très intéressant de lire les réponses parce qu'en fait, c'est un mensonge permanent. Ils répondent à peu près de 2 ou 3 pages et ils n'ont aucune honte à mentir, même sur des faits. Par exemple, si nous dénonçons les mauvaises conditions d'incarcération de Nama, c'est sa parole de Nama contre la leur. Mais quand moi je dis que j'ai dû envoyer par la poste 10 kilos de livres parce que je n'ai pas pu les déposer lors de la dernière visite que j'ai faite en juillet 2019 puisque j'ai été expulsée, et que je dénonce que le paquet m'est revenu par la poste et j'ai toutes les preuves, eh bien le Maroc écrit que le droit au courrier est garanti, que Nama Asfari a bien reçu le paquet de livres et qu'il n'a jamais été retourné. Donc vous voyez que là c'est un mensonge factuel. Là, c'est pas ma parole, c'est la poste qui fait foi. Alors, justement, un des 4 requérants de ces plaintes à l'ACAT, Mohamed Lamine Hadi, est placé à l'isolement total depuis 5 années. Quelles sont justement les conditions de détention de votre mari? Est-ce qu'on peut espérer que ce requérant puisse voir ses conditions de détention s'améliorer, comme celles de votre mari peut-être? En tout cas, c'est sûr que le fait que ces prisonniers soient mis en exergue grâce au droit international,
de toute façon, ça les protège. Parce que c'est vrai que Mohamed Laminadi souffre beaucoup. Il y a un certain nombre des prisonniers de musique, en particulier ceux qui sont à Tiflet 2, c'est une prison disciplinaire, qui sont très très maltraités. Et Mohamed Laminadi a quand même été obligé de faire une grève de 69 jours jusqu'à être nourri de force, parce qu'il y a encore une fois une torture, pour que son cas soit pris. Voilà. Et quand il a voulu refaire une grève de la faim il y a quelques semaines, il a été tabassé pour l'empêcher de le faire. Donc vous voyez que l'administration pénitentiaire est extrêmement violente vis-à-vis des prisonniers de Démisic. C'est la violence coloniale qui s'exerce à plein contre ces prisonniers qui n'ont pas le droit de bouger. Donc le fait qu'on ait mis Mohamed Laminadi parmi les gens prioritaires doivent pouvoir faire peut-être penser aux Marocains qu'il faudrait qu'ils fassent un peu attention à ce qu'ils font. Et quand nous avons réuni début mai, du 4 au 10 mai, une délégation internationale de juristes et d'avocats qui sont partis à Rabat pour rencontrer les 18 familles de Démisic, ça a été un moment très très important pour les familles. C'est la première fois depuis 5 ans qu'elles se réunissaient. Et elles en ont profité pour faire un sitting devant l'administration pénitentiaire. 2 parmi elles ont été reçues par quelqu'un qui ne s'est ni présenté ni a donné son nom et qui a dit, parce que la revendication principale, c'était de demander leur transfert, comme le dit le droit international humanitaire, dans les territoires occupés auprès des familles. Ça fait 5 ans qu'ils le demandent, 5 ans qu'ils ne l'obtiennent pas. Et par exemple, Bourial a obtenu une réponse, et dans cette réponse, eh bien, il était dit que les conditions n'étaient pas réunies pour les mettre dans une autre prison. Donc c'est vraiment un combat au jour le jour de la part des prisonniers qui ont beaucoup de courage. Et quand donc la personne qui a reçu ces 2 familles début mai leur a dit « mais vous n'avez qu'à le demander par écrit », ils se fichent de la figure des gens, puisqu'effectivement on l'a déjà écrit. Et ils ont déjà répondu que les circonstances ne le permettaient pas. Vous avez parlé de cas prioritaires. Pourquoi ne pas constituer tous les prisonniers de Démisic comme requérants pour obtenir plus de condamnations? Alors la question, c'est que le comité contre la torture ne retient que des cas individuels. On ne peut pas faire une plainte collective. On les a déposés le même jour pour marquer le coup, mais c'est bien des plaintes individuelles. Et nous en avons d'autres en réserve et nous vous le dirons en temps utile quand nous les déposerons. Et je pense que nous ne l'arrêterons pas là parce que maintenant les avocats et les organisations internationales ont pris l'habitude, ont bien étudié les dossiers et aussi nous avons la confiance des familles qui voient que ça marche. Alors, il nous reste Oui. Et donc les prisonniers, pour eux, c'est très très important parce que comme me l'avait dit mon mari à l'époque, il avait dit « ça m'a rendu ma dignité ». Puisqu'il avait dit, quand j'ai montré mes traces de torture au juge d'instruction qui m'a reçu quand il a été évacué de Démisic en avion alors qu'il était en sang et qu'il a montré ça au juge d'instruction militaire, le juge d'instruction lui a répondu « je ne suis pas médecin ». Vous voyez ce mépris, cette arrogance. Donc quand le Maroc a été condamné par le CAS, ça a été donc pour lui un retour de sa dignité, mais il dit toujours comment se fait-il que tous les pays signataires des conventions contre la torture n'obligent pas le Maroc à respecter sa parole. Parce que finalement, c'est comme... Oui. Je voulais qu'on termine parce que le temps qui nous est imparti est bientôt terminé. Je voulais qu'on revienne un moment sur l'affaire Pegasus par laquelle vous avez été touché. Il y a eu 128 traces d'une intervention extérieure détectées sur votre téléphone entre octobre 2020 et juin 2021. C'est aussi exactement ce qui est arrivé à Joseph Breham, pénaliste parisien, l'avocat qui a porté donc ces plaintes au niveau de la CAT. D'abord, est-ce que c'est quelque chose qui vous effraie, qui vous inquiète dans votre quotidien, puisque vous êtes épié de manière assez intensive? Et puis, j'aimerais que vous réagissiez enfin sur la déclaration de Joseph Breham qui a dit que cela montrait que les États dictatoriaux ou quasi-dictatoriaux sont en fait des colosses aux pieds d'argile. Il suffit d'un petit peu de liberté d'expression et un peu de droit pour qu'ils se mettent à flipper complètement et déraper comme ce n'est pas permis. Oui, je trouve que Maître Breham a tout à fait raison de dire ça. C'est quand même extraordinaire qu'un État puisse comme ça surveiller une simple citoyenne
quel danger je représente, étant donné que je ne fais que des choses qui sont pacifiques, comme tous les Sahraouis d'ailleurs, et que je ne me fais que de me servir du droit international. Oui. Donc effectivement, ça montre bien que le Maroc a peur, puisqu'il est obligé de surveiller autant de personnes pour finalement un résultat totalement qui se retourne contre eux, puisque c'est clair que c'est bien le Maroc qui a mis Pegasus sur notre surveillance. Qui d'autre que le Maroc aurait intérêt à surveiller Claude Mangin mais sinon, c'est pas quelque chose qui va vous arrêter, c'est ce qu'on comprend. Mais non, parce que de toute façon, je n'ai rien à cacher, et vous voyez, ça nous a pas empêché de déposer les plaintes, oui. Mais évidemment, ça demande beaucoup de courage de la part de nos correspondants sahraouis, parce qu'ils risquent tous les jours d'être enlevés, tabassés et torturés. Oui. Moi, bon, évidemment, c'est pas très agréable de savoir que je suis surveillée, mais comme dit Nama, de toute façon, c'est tout en ton honneur, puisque tu ne fais que de demander l'application du droit, et c'est ce que je fais aussi auprès du gouvernement français. Et je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, là, le rédacteur Maroc, Sahara occidental, du ministère des Affaires étrangères, qui m'a écouté gentiment, tout en disant, vous savez, on est en plein changement. Je dis oui, sauf que les prisonniers, eux, ça fait 12 ans qu'ils sont toujours dans la même prison et qu'ils n'attendent pas du tout qu'un nouveau ministre des Affaires étrangères français fasse son travail auprès du Conseil de sécurité, et que nous comptons bien sur la France pour que je puisse obtenir enfin mon droit de visite, puisque je n'ai vu Nama qu'une fois en 5 ans. Oui. Claude Mangin Asfari, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes l'épouse de Nama Asfari, militant politique détenu dans les geôles marocaines. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie de nous avoir donné la parole. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission de Vision. Excellente suite des programmes. Bonsoir.